Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue dans votre émission spéciale Confessions intimes. Chaque semaine, nous accueillons des hommes et des femmes ayant vécu une expérience marquante dans leur vie. Toujours avec notre psychologue, Monsieur Héron Huissier, nous pourrons alors comprendre et mieux appréhender certaines émotions. Et ce soir, c'est avec Célie, une maman d'un enfant en situation de handicap qui vient se confier à moi. Donc préparez-vous, Intimate Talk, c'est maintenant. Alors, bonsoir Célie. Bonsoir Mégane. Bienvenue sur mon plateau d'Intimate Talk. Merci de m'avoir reçue. Alors, je vois une belle femme en face de moi, souriante, classe, élégante. Mais derrière cette femme se cache une histoire, une grande histoire. Et effectivement, aujourd'hui, tu es la maman d'un enfant en situation de handicap. Oui, et tout à fait. tu as pris ton courage à deux mains pour nous raconter ton histoire. Oui. Ah ben, je t'en prie Célie, raconte-nous ton histoire. D'accord. Alors oui, effectivement, Célie Potrin-César. Donc je suis effectivement maman d'un petit garçon de 14 ans qui est en situation de handicap et autiste avec trouble du comportement. Donc c'est vrai qu'il a été diagnostiqué à l'âge de 4 ans suite à une crise d'épilepsie. Et depuis, je l'élève toute seule. C'est pas facile tous les jours, mais il faut faire le rôle de maman. Alors Célie, justement, quand tu as appris cette nouvelle, ce diagnostic, comment as-tu réagi? En fait, je ne connaissais pas l'autisme avant justement que mon fils soit diagnostiqué. Donc c'est vrai qu'après, j'ai fait des recherches, je me suis documentée. Et c'est vrai que je me suis dit, bon, de toutes les façons, j'ai pas le choix. C'est mon enfant, c'est le seul. Donc, j'ai pas le choix d'accepter. Et de faire en sorte de le soutenir pour qu'il progresse, qu'il évolue. Parce que c'est vrai qu'il y a il y a différents degrés d'autisme. Mais lui, quand même, on dirait il est entre les deux. Il est entre les deux. Pas trop léger et pas trop lourd. D'accord. Donc tu arrives à gérer. Voilà, j'arrive à gérer, j'ai pas le choix. Il peut être canalisé, Voilà. il peut être bien un moment. Donc il faut savoir tout simplement. Il y a des périodes qui sont plus difficiles que d'autres, où il va être agité, il faudra gérer, il faut avoir beaucoup de patience et une maîtrise vraiment de sa personne, puisque ça demande énormément. Et effectivement, ce qui a été plus dur, c'est pas l'acceptation de son handicap, c'est surtout le regard des autres qui connaissent pas et qui sont souvent dans le jugement. Donc, au supermarché ou autre, les premières réactions sont toujours « Ah, c'est un enfant mal élevé ». Mais ils n'ont pas l'œil attentif, disant « Ah, non, c'est peut-être que s'il est comme ça, à cette taille-là, cet âge-là, c'est qu'il a un handicap. Il n'est pas comme tous les autres enfants. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. » Non, c'est toujours le regard négatif et c'est celui qui tue. C'est celui qui blesse. Qui te dégrade au fur et à mesure et qui te renferme un petit peu dans ta bulle. Qui me renfermait, mais je ne me laisse plus abattre puisque je vais partout avec mon fils. Je fais les activités qu'il y a à faire avec lui. C'est mon enfant avant tout. Le regard des autres passe après. Alors, voilà. Mais justement, on voit que vraiment tu es une maman, on dit maman potomitan, c'est ça? Maman et papa. Voilà, maman et papa, tu fais les deux rôles. Mais justement, est-ce que ton fils réclame la présence de son papa ou au contraire, il ne ressent pas du tout son absence? Parce que effectivement, il n'a pas le soutien, il n'a pas le support maman et papa, en tout cas la figure masculine dans la figure parentale. Et est-ce que justement, ça crée un malaise au sein de... Non, pas du tout, parce que j'ai su combler ça comme il fallait. Donc, comme je dis tout le temps, je suis maman et papa. Donc, il n'a pas le temps, en fait, je ne le laisse pas le temps de voir une absence ou autre chose, parce que je suis là constamment avec lui. J'essaie de ne pas justement qu'il ait ce côté à se poser des questions, à être triste ou à être surtout déstabilisé. Puisque comme je suis à fond sur son évolution, donc c'est vrai que des petites choses comme ça peuvent changer carrément l'évolution de l'enfant. Donc non, je le comble au maximum. D'accord.
pour que tout C'est se un passe enfant qui bien. a besoin de beaucoup d'attention, je suppose. Ah oui, pour l'attention, il en a. Il en a énormément, de mon côté, du côté des parents, donc qui me soutiennent énormément, quel que soit côté papa, côté maman. Donc, tu es bien encadré au niveau familial. Ah oui, super bien D'accord. encadré. C'est le seul petit-fils, donc c'est clair Ah. qu'au-delà de mon amour de mère, Mhm. il y a aussi l'amour des parents, hein, qui papi, mamie, tati, tonton, donc voilà, il est comblé. Alors, et au niveau de l'intégration, est-ce que tu as su intégrer facilement ton fils en école parce qu'il a déjà 14 ans? Oui. Est-ce qu'il va dans une structure spécialisée ou au contraire, il est intégré avec les enfants normaux, ce qu'on peut dire des enfants normaux? Mhm. Est-ce qu'il est vraiment intégré ou au contraire, Mais on sent justement, vraiment la différence entre un enfant qui n'a pas de pathologie et ton fils? mais en fait, c'est vrai que ça a été très difficile. C'est encore très difficile. Il n'y a pas que mon enfant dans le cas Mhm. d'intégrer une école, on va dire, dite normale. Mhm. Lui, il est dans une école, dans un centre spécialisé Mhm. où il y a une unité vraiment spéciale pour les autistes. D'accord. De base, c'est un centre basé pour les sourds et malentendants, mais c'est vrai qu'ils ont décidé, du fait qu'il y ait beaucoup d'autistes, de justement d'avoir un petit coin pour eux, Mhm. les intégrer et justement pour les aider à évoluer. Donc lui, il est dans un centre, il y va le matin, tous les matins. Donc il évolue énormément puisqu'il avait des difficultés au niveau du langage et là ça va. Beaucoup Il mieux. se fait comprendre, il fait le grand monsieur. Donc Mm. il n'y a pas de souci sur ça, tout se passe bien. D'accord. Alors, mais justement, on parle effectivement de la maman qui élève un enfant en situation de handicap. Oui. Mais la femme dans tout ça, toi, où tu te retrouves dans tout ça? Parce que on ne peut pas, effectivement, quand on est dans ce contexte, on a toujours tendance à avoir toute l'attention sur notre enfant. Et on Oui. se dit, voilà, c'est mon enfant avant tout. Ma vie, je la mets à côté et c'est ma vie avec mon enfant. Est-ce que Madame a-t-elle eu des projets ou est-ce qu'encore aujourd'hui, je vois qu'elle s'occupe, elle a les ongles faits, bien habillée, bien fardée et tout. Donc, dans tout ça, ta vie de femme, où elle en est? Ben, en fait, j'ai toujours dit que je suis une maman à 100%, mais je suis une femme avant tout. Donc, effectivement, c'est vrai que c'est difficile d'être maman d'un enfant en situation de handicap, mais je ne m'empêche pas d'avoir certains loisirs. Je suis carnavalière, pour prendre un exemple. J'aime chanter, j'aime les karaokés. Je ne peux pas me permettre de sortir tout le temps. Mais je sors quand il faut sortir. Je ne me prive de rien, puisque je suis à 100% maman. Donc, il me faut, moi, me ressourcer pour pouvoir justement avoir le côté, avoir un peu plus de force, avoir mon côté à moi, mon moment à moi, Tout à pour fait. pouvoir jongler après avec le rôle de maman. Ok. Donc, ce qui est prenant d'ailleurs. Donc, moi, je ne m'empêche pas, je vis pleinement. Voilà. Alors moi, j'ai une petite information. Oui. Parce que je m'informe, hein, moi, avant de passer ici, je m'informe. Alors, on m'a dit que tu as été Miss. Oui, Alors, effectivement. Alors, tu as pris le temps de participer aussi aux élections. Alors, Oui. peux-tu nous en dire plus? Mais effectivement, j'ai justement le côté coquette, le côté justement la femme qui aime prendre soin d'elle. J'ai voulu justement, en étant une femme ronde, être une ambassadrice, représenter dignement la femme ronde. Donc en 2018, j'ai eu le titre de Miss Body Peuple Guadeloupe. Ok. Ensuite, je suis partie à l'élection nationale où j'ai eu le titre de Miss Ronde France Prestige 2019. Ah Et il ouais. y a 2 mois où j'ai été à l'élection internationale où j'ai fait 3e dauphine de Miss Ronde Ça fait internationale. beaucoup d'écharpes, hein? Oui. Ah ouais, mais félicitations, hein? Merci. Félicitations Célie, et je tiens à le dire, tu es vraiment très belle. Merci. On sent vraiment que tu prends soin de toi, que tu as de l'amour aussi pour toi, parce que parfois on peut se sentir coupable, le fait d'avoir un enfant en situation de handicap, de se dire, voilà, bon ben mon enfant il est comme ça, je peux pas me permettre comment dire ça, de me mettre trop en avant parce que De je suis dans une s'épanouir. situation où
voilà, peut-être le bonheur ne m'est pas dû, je dois donner tout ce bonheur à mon enfant et tout. Mais en fait, tu as su parfaitement adapter ta vie de femme, ta vie de mère, ta vie sociale. Et ça, c'est formidable. C'est vraiment formidable et félicitations. Merci. Et je vois que tu donnes beaucoup d'amour à ton fils parce que j'ai l'occasion de te suivre. Comme je te dis, je m'informe, je surveille, j'ai l'œil. Je m'informe et j'ai vu que tu donnes beaucoup d'amour à cet enfant. Alors, pour terminer, juste une petite question comme ça. En termes d'activités, quelles sont les activités pour un enfant en situation de handicap, justement qui a des troubles du comportement? Quelles seront les activités, par exemple, que tu conseillerais à d'autres mamans qui se retrouvent dans la même situation? Alors, je leur conseillerais justement de être, je dirais, très observateur sur le centre d'intérêt de leur enfant. C'est-à-dire qu'il y a des enfants, comme je disais tout à l'heure, il y a plusieurs degrés d'autisme. Mais je prends l'exemple du mien. Lui, son centre d'intérêt, c'est l'eau. Donc, son activité sera la piscine. Parce qu'il aime ça. Il aime ça. Il sera plus concentré. Donc, je ne pourrais pas le mettre dans une autre activité, un sport de combat, parce qu'il ne sera pas intéressé. Donc, moi, je conseillerais aux parents justement de faire très attention, enfin, d'être très attentifs surtout à ce que leur enfant aime vraiment. Bien sûr. Pour pouvoir les canaliser et choisir justement une activité vraiment adaptée à l'handicap et parce que à la pathologie de leur enfant. Hein, et voilà. En tout cas, merci Célie d'être venue à moi et d'être toujours souriante, Célie. Voilà. En tout cas, beaucoup de courage à vous. Et en tout cas, encore félicitations. Je suis très fière d'avoir une femme potomitan comme toi en face de moi et d'avoir pu te confier aux téléspectateurs en ma présence. Et on se dit à très bientôt, Célie. À bientôt, les gars. Bonsoir, monsieur Initié. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va bien. Toujours heureuse de vous retrouver, hein, parce que j'ai hâte d'écouter votre analyse. Oui. Donc, on a pu regarder le témoignage de Célie. Et effectivement, on ressent vraiment cet engagement envers son fils. Donc, c'est pas facile d'apprendre à 4 ans que son enfant est autiste, parce qu'il n'est pas né autiste, mais il est devenu suite à de nombreuses crises épileptiques. Donc, comment décrivez-vous le choc quand de normal, on passe à enfant ayant une pathologie? D'abord, c'est ce qu'on appelle une blessure narcissique pour les parents. Parce qu'ils se disent, mais mon enfant, d'abord, la peur de perdre leur enfant, on dit, mais est-ce qu'il ne va pas mourir? Chaque fois qu'il y a une crise, la peur que l'enfant ne s'en aille, donc ça crée une angoisse. La blessure aussi, de se dire, mais comment je vais faire? Comment je vais l'aider? Comment je vais l'aider à redevenir comme tous les autres enfants? Parce qu'il y a la notion de normal qui revient en tête, même si on a du mal à utiliser ce mot. Mais il y a un peu ça. Donc forcément, pour le parent, c'est quelque chose d'extrêmement important, de faire en sorte que son enfant puisse s'intégrer comme tous les autres enfants. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important pour tout parent, que son enfant soit comme les autres. Alors, justement, une fois qu'on a accepté cette situation, il y a, comme Célie l'a dit, il y a le regard des autres. Finalement, l'handicap, c'est son enfant, on l'aime, on fait en sorte que ça aille, qu'il puisse s'adapter justement à son environnement avec son handicap. Mais il y a le facteur regard des autres. Effectivement, le plus difficile pour Célie, ça a été le regard des autres. Comment s'adapter, comment faire comprendre aux gens que son enfant n'est pas comme les autres, mais mérite d'avoir le respect autant que les enfants, ce qu'on appelle normaux, tout simplement. Bien sûr. Je crois que c'est quelque chose qui est important. Et là, c'est la deuxième phase. C'est-à-dire qu'en tant que maman, tu dis, bon, ok, mon enfant ne sera pas comme je pensais qu'il serait, mais je dois m'en occuper au maximum et je dois m'investir pleinement. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important parce qu'il faut à la fois compenser les difficultés de son enfant, mais aussi compenser le regard des autres et expliquer encore chaque fois. Et c'est quelque part douloureux aussi pour une maman d'avoir à expliquer, voire à justifier le comportement de son enfant, alors qu'on doit l'accepter tel qu'il est. Puisque le but, c'est effectivement, elle essaie de lui donner une qualité de vie, c'est important pour elle, parce que c'est son enfant, parce qu'elle l'aime, parce qu'il est normal qu'il y ait une qualité de vie, mais le monde extérieur a ce regard toujours un peu critique, mais blessant d'ailleurs. Mais finalement, quelque part, lui reprochant presque de faire quelque chose pour son enfant. Alors que justement, quand l'enfant est en situation de handicap, il faut faire encore beaucoup plus que pour les enfants qui ne sont pas dans cette situation. Par conséquent, c'est une situation qui est déjà douloureuse pour la maman, et le monde extérieur n'aide pas finalement ce regard, puisqu'il faut leur expliquer.
Tout bien à sûr. fait. Et d'ailleurs, elle le dit, elle joue le rôle de maman et Oui. de papa. Parce qu'effectivement, malheureusement, elle n'a pas eu le soutien du papa forcément vis-à-vis de l'enfant. Et est-ce qu'on se retrouve souvent dans cette situation, quand vous avez un enfant et que le papa puisse justement être paniqué et ne pas pouvoir gérer cette idée d'avoir un enfant en situation de handicap et il prend la fuite? Est-ce que ça arrive souvent? Malheureusement, ça arrive très très souvent. Très très souvent parce qu'en fait, la première chose, c'est que le père dit de toute façon, c'est pas mon enfant, c'est pas dans ma famille qui a ce genre de problème, donc c'est dans ta famille. Donc quelque part, c'est très très douloureux. Le deuxième élément qui est important aussi pour la maman, c'est de faire face seule à cette situation, parce que le père a trouvé que la charge est trop importante pour lui. Et la maman, en tant que mère, elle fait l'effort de s'occuper de son enfant parce qu'elle l'aime, parce qu'elle l'a mis au monde. Donc par conséquent, elle se dit de toute façon, c'est mon devoir. Pour le père, il n'a pas le sentiment que ce soit son devoir à lui, parce qu'il ne se reconnaît pas dans cet enfant. La maman qu'il a porté sait qu'il est d'elle, et par conséquent, elle doit faire avec. Et il y a un investissement beaucoup plus important des mères que des pères par rapport à la question du handicap, parce qu'il faut dire aussi que les hommes sont souvent en situation de fuite, de manière générale. Même sans handicap, hein? Même sans handicap, oui, c'est vrai, c'est Pour la vrai, c'est fuite. vrai. Ça, c'était la petite blague. Tout à fait. Alors, effectivement, comme vous l'avez dit, il y a cette situation de fuite. Et là, on se doit d'assumer pour notre enfant la place de maman et de papa. Oui. Et ce que j'ai trouvé admirable, Monsieur Nussier, c'est que dans tout ça, quand même, ça reste une femme. On ne peut pas, parce que notre enfant, justement, est en situation de handicap, se dire que, eh ben, on doit tout abandonner. Donc, ça veut dire tout, c'est mon enfant, toute l'attention est sur mon enfant, et ça veut dire que la vie à côté, elle s'arrête. Pas du tout. Et au contraire, c'est important, elle a eu le courage de se dire, je suis une femme, je dois continuer à vivre, prendre soin de moi, je suis coquette, j'aime les belles choses, je dois faire la part des choses entre ma vie de mère et ma vie de femme. Ça, c'est pas forcément facile à le faire, ça. Alors, c'est pas facile parce que c'est vrai qu'il y a déjà cette inégalité homme-femme, c'est que les femmes ont la charge du foyer, de manière générale, que leurs enfants sont en situation de handicap ou pas. Donc forcément, ils ont une charge supérieure à celle des hommes en général. Deuxième chose, par rapport à leurs enfants, il faut qu'elles aient tout organisé, tout bien structuré, tout bien calé pour prendre du temps pour elles. Par conséquent, ça prend beaucoup de temps. Je veux dire que c'est au bout de plusieurs années que la maman peut s'autoriser à souffler, à prendre du temps pour elle, à se dire mais il faut aussi que je puisse être présent. Parce que c'est une façon pour elle de se ressourcer, parce que l'enfant prend tellement de temps qu'on peut être complètement vanné, complètement vidé, et il faut justement se ressourcer, parce que malheureusement, dans le cas des enfants en situation de handicap, peu de parents de substitution sont présents. Alors, elle a la chance d'avoir ses parents à elle, donc c'est une bonne chose, mais c'est vrai que c'est souvent compliqué pour les parents, et en particulier pour le parent qui est seul, de faire face à cette situation. Alors, justement, vous avez parlé de parents. Est-ce que le contexte familial influence beaucoup sur la gestion de cet handicap? Est-ce que si on a une situation familiale assez zen, assez tolérante, est-ce que ça peut favoriser le développement de l'enfant ou est-ce qu'au contraire, bon, ça ne réagit pas tant que ça? Je me pose la question. Est-ce que si on est dans un contexte où on a une famille qui est quand même assez désunie, avec une ambiance assez conflictuelle, ça réagit sur l'enfant, sur l'adaptation de l'enfant à son climat, son entourage. Je me pose la question. D'accord. De manière générale, tout enfant qui vit dans un univers conflictuel souffre de cet univers. Par conséquent, ceux qui sont en situation de handicap souffrent aussi. Deuxième élément qui est important par rapport à la situation que nous avons vue, c'est qu'il y a une nécessité d'être dans la complémentarité. C'est-à-dire les parents de substitution viennent aider la maman qui doit faire face à son enfant. Autre point qui est important par rapport à cette situation, c'est que le contexte de conflit, l'enfant va réagir plus fortement du fait qu'il est en insécurité et parce qu'il n'a pas les moyens de réagir de manière adaptée. Donc par conséquent, il faut prévoir aussi tout ça. Et puis il y a un point qui est important aussi par rapport à la notion de handicap, c'est important pour le parent d'être pleinement présent pour son enfant parce qu'il faut compenser les angoisses importantes des enfants qui sont de manière un peu démesurée. D'accord. Et tout à l'heure, quand elle nous parlait de la question de l'enfant qu'on a le sentiment qu'il est mal élevé, mais justement, il faut compenser ça. Il faut préparer le monde extérieur, pour préparer le terrain. Donc c'est un travail qui est extrêmement important pour la maman, de s'occuper de son enfant, et il faut qu'elle puisse souffler, que le monde extérieur puisse l'aider, la soutenir, pour qu'elle n'ait pas toute seule à assumer cette charge.
Alors, Monsieur Erwan Huissier, je me posais une question, c'est que pour toutes ces mamans qui se retrouvent justement avec un enfant en situation de handicap, que ce soit mental ou physique, Oui. avez-vous un conseil? Parce que souvent, le premier sentiment que nous avons, et je pense qu'il revient, c'est la honte. La honte. Et Célie, tout de suite, elle a eu ce regain de la maman qui protège son bébé, qui est là pour son bébé. Mais il y a d'autres qui sombrent, qui sombrent dans la honte, dans la peur de montrer son enfant. Donc, d'ailleurs, il y a eu plusieurs légendes autrefois par rapport à ça. Pouvez-vous nous en dire comment gérer tout ça, en fait? Alors, plusieurs choses avec les légendes à propos des fameux petits monstres, ces enfants qu'on ne montrait pas, qu'on cachait parce qu'on en avait honte. Donc, c'est vrai que c'est important de dépasser ce sentiment de honte, puis savoir qu'il y a des professionnels qui sont là aussi pour nous accompagner, pour nous aider, de manière à nous soutenir aussi, parce que c'est important que les parents sentent qu'ils sont aidés, qu'ils sont soutenus. Ils n'ont pas seuls à gérer cette situation. Puis, ce qui est important aussi pour les parents qui ont des enfants en situation de handicap, c'est de comprendre que leur enfant a une qualité de vie et a besoin d'une qualité de vie. C'est-à-dire qu'on est là pour l'aider à vivre de manière heureuse, même s'il n'est pas dans le projet qu'on pourrait penser, il sera architecte, il sera ingénieur, non, mais au moins qu'il vive une qualité de vie, qu'il prenne plaisir à vivre, qu'il ait envie de vivre et qu'il ait envie, je dirais, de vivre dans le bonheur et qu'il partage ce bonheur avec la famille, avec les proches. C'est ça qui est important en fait. Cette notion de qualité de vie pour nous est essentielle, plutôt que de se projeter dans l'avenir en faisant de grands projets. Ouais. Restons sur des choses très basiques, le plaisir que l'enfant peut avoir à vivre. Le préparer sortir de la aussi pour sa vie pour sa vie future. faire en sorte aussi que le quotidien soit moins douloureux, qu'il soit bien installé, qu'il ait les aides techniques nécessaires pour vivre de manière sereine. Qu'il ait, par exemple, tout à l'heure, quand elle a évoqué la notion du plaisir de l'eau, on sait que les enfants autistes aiment beaucoup l'eau, ben justement, privilégier les situations qui leur font du bien, parce que c'est déjà tellement difficile de vivre. Si on peut les aider à vivre bien, ben ce sera déjà une très bonne chose. Alors, Monsieur Nussier, vous nous avez vraiment bien expliqué et ça, je vous admire pour ça. Je suis toujours très impressionnée par votre argumentation. Alors, juste une petite dernière question pour terminer. Nous avons parlé aussi de la femme. Donc, cette femme doit se retrouver. Est-ce que forcément cette image nous suit de maman demain, elle a envie de reconstruire sa vie avec quelqu'un? Est-ce que ce sera difficile pour elle de dire à la personne avec qui elle est, voilà, j'ai un enfant autiste, il va falloir faire telle chose, telle chose. Parce que ça peut compliquer hein, le relationnel, pour une nouvelle relation, pour se remettre avec quelqu'un. Tout à fait. Alors, pour reprendre un terme du global, je crois que c'est un tout. C'est un package, mère et enfant. On ne peut pas séparer la mère de l'enfant. Si on aime la mère, on aime l'enfant. Je crois que c'est important de prendre en compte cela. Et c'est vrai que c'est important que la maman le dise d'emblée. Pour pas que l'homme dise oui, mais je n'étais pas au courant. Non, non, il faut qu'il le sache d'emblée. Et à lui de se positionner. Par contre, on ne peut pas accepter une relation. Et puis au bout de 6 mois, tu dis, mais finalement, c'est trop dur, j'arrête. Non. Les choses sont claires. Donc, effectivement, toute femme a droit à sa vie de femme, à son bonheur de femme, à son plaisir de femme. D'accord? Mais elle est aussi une maman. Et on ne peut pas séparer la femme de la maman. Il faut prendre en compte l'ensemble des deux. Et puis, l'enfant a aussi besoin qu'un père s'occupe de lui. Et par conséquent, c'est essentiel que la fonction paternelle soit assurée par le substitut paternel, celui qui va être avec la maman, qui va aussi jouer le rôle de père pour cet enfant. Eh bien, en tout cas, merci Monsieur Erwan Huissier. Ça m'a fait très plaisir d'être avec vous encore ce soir. Et chers téléspectateurs, on se retrouve à très bientôt.